Dans le cas du cycle de Rankine, on vient de le voir, on a vu qu'en sortie de turbine, on se retrouvait avec une phase diphasique, avec une proportion de gouttes dans le mélange qui était non négligeable et qui était d'autant plus importante que la température de source chaude était chaude et que la température de source froide était froide. Donc, pour éviter ces problèmes mécaniques que peuvent poser les fonctionnements de turbines en diphasique, eh bien, il y a un autre cycle qui s'appelle le cycle de Hirn qui a été développé, qui est également un cycle à vapeur, puisqu'il fonctionne également en diphasique, mais cette fois-ci, qui est une adaptation du cycle de Rankine, telle que la détente dans la turbine va se faire principalement ou totalement sous forme vapeur plutôt que de se faire entièrement en diphasique. Donc concrètement, comment c'est possible? Eh bien, à l'évaporateur qui existe entre le point 4 et le point 1, on rajoute une phase de surchauffe. Donc c'est dans le même composant, hein, on reste ici dans le même échangeur de chaleur, mais cet échangeur de chaleur est plus grand. Et donc, une fois que la vapeur a été produite, on continue à la réchauffer. Cette fois-ci, ce chauffage se fait à température qui varie. Hein, pour rester sur la même isobare, on reste entre 4 et 1' sur la même isobare, mais en étant en monophasique, ici, la température augmente lorsqu'on continue à apporter de la chaleur. Et si on continue à chauffer cette vapeur qui était auparavant saturée, eh bien on la surchauffe. Donc dans le cycle de Hirn, on sort de l'évaporateur en condition de vapeur surchauffée, donc vapeur pure. Et par conséquent, la détente se fait principalement dans la phase vapeur, et parfois on passe en dessous de la courbe de saturation, mais parfois on reste complètement au-dessus de la courbe de saturation, et dans ce cas, la détente se fait uniquement en phase vapeur. Donc globalement, on va augmenter encore la température de la source chaude nécessaire, hein, puisque on fonctionne avec une surchauffe de notre vapeur, donc la température de source chaude doit être au moins égale à celle du point 1', qui est plus importante que celle du point 1, et on va réduire néanmoins la quantité de liquide que l'on a présente en sortie de turbine, ce qui permet mécaniquement un fonctionnement plus facile de la turbine et potentiellement des rendements isentropiques de cette turbine plus importants. Donc différence entre le cycle de Rankine et le cycle de Hirn, c'est la surchauffe en sortie d'évaporateur et donc la détente principalement sous forme vapeur. On retrouve encore une amélioration du cycle de Hirn qui a pour objectif de diminuer encore la teneur en liquide en sortie de turbine, qui s'appelle le cycle de Hirn avec resurchauffe. Donc ce cycle de Hirn avec resurchauffe fonctionne de la même façon que le cycle de Hirn. Donc on a un évaporateur qui part ici du point 6 et qui arrive au point 1. On fait une première détente entre 1 et 2. Donc la vapeur sort du bouilleur en condition de vapeur surchauffée. On arrive au point 1, on détend dans la première turbine, qui s'appelle turbine haute pression, ou premier étage de la turbine, et on repasse avec cette vapeur dans le bouilleur, on réapporte de la chaleur à ce bouilleur sous forme de vapeur surchauffée, et cette fois-ci on s'éloigne de nouveau de la courbe de saturation, et à partir de cette vapeur qui a été de nouveau réchauffée, on repasse dans un deuxième étage de turbine, dans la turbine qu'on appelle basse pression, qui fonctionne ici entre le point 3 et le point 4, de façon ici à produire une quantité de travail WT qui est la somme du travail produit par le premier et le deuxième étage de la turbine. Et ici, les deux travaux sont négatifs et lorsqu'on les ajoute, on a le travail total de la turbine. Et globalement, si on fait cette resurchauffe donc entre 2 et 3, on sort du deuxième étage de la turbine moins riche en liquide que si on avait fait l'ensemble de la détente entre 1 et 4' directement. Donc on va augmenter un petit peu la quantité de chaleur consommée, mais on va produire plus de travail ici, puisqu'on détend une deuxième fois
entre 3 et 4'. Et globalement, l'autre intérêt, c'est d'avoir une quantité de liquide plus faible en sortie du deuxième étage de turbine, et donc des turbines qui vont fonctionner plus facilement, plus durablement que si on ne faisait pas cette resurchauffe. Alors, une autre chose à retenir par rapport à ce cycle-là, c'est les évolutions que l'on retrouve à l'intérieur des turbines. Donc, physiquement, ce que l'on voit ici représenté sur ce diagramme, c'est que les deux étages de la turbine sont mécaniquement reliés. On se retrouve sur le même axe mécanique de rotation. Et donc, les deux travaux qui sont échangés au niveau des turbines s'ajoutent naturellement, directement, et on peut prélever ou fournir à l'extérieur cette quantité de travail qui est le travail total fourni par l'ensemble des deux étages. Au niveau des transformations que l'on retrouve dans les échangeurs, ces transformations à la fois entre le point 6 et le point 1, entre le point 2 et le point 3, et entre le point 4 et le point 5, sont toutes des transformations isobares. Donc entre le point 2 et le point 3, ici, comme entre le point 6 et le point 1, on est bien sur des transformations qui sont à pression constante, puisqu'à chaque fois, on est dans des échangeurs de chaleur. Et ces échangeurs de chaleur sont supposés sans perte de charge. Alors un autre cycle intéressant que l'on retrouve assez fréquemment dans les applications pratiques et qui est également basé sur le cycle de Hirn est le cycle qu'on appelle à soutirage. Donc le principe il est le même que le cycle de Hirn qu'on vient de voir. On a le liquide saturé au point 6 qui est comprimé par une pompe en phase liquide sous refroidi jusqu'au point 7. Puis entre le point 7 et le point 1, on échange de la chaleur dans le bouilleur à pression constante et on sort au point 1 sous forme de vapeur surchauffée. Ensuite, on va avoir un premier étage de turbine, comme ce qu'on avait dans le cycle avec resurchauffe. Donc un premier étage de la turbine qui va nous produire de la vapeur, qui fonctionne en vapeur surchauffée. Et un deuxième étage de la turbine qui va fonctionner soit également en vapeur surchauffée, soit passer légèrement en forme diphasique. Et ce qui est particulier ici, c'est qu'on va réaliser ce qu'on appelle le soutirage, c'est prélever une certaine quantité de la vapeur qui sort au point 2. Donc au point 2, on va en prendre une partie, la partie qui est représentée ici, Y% du fluide à l'état 2, pour l'envoyer vers un mélangeur, et le reste, donc 1 moins Y%, va continuer dans le deuxième étage de la turbine. Donc dans le premier étage de la turbine entre 1 et 2, l'ensemble du débit, donc ici 100%, va circuler. Dans le deuxième étage de la turbine, on n'a que 1 moins Y% qui circule. Dans ce qui est descendu jusqu'à la basse pression au point 3, donc qui sort du deuxième étage de la turbine, on effectue la même chose que dans le cas du cycle de Hirn classique, c'est-à-dire la condensation, donc le 1 moins Y% continue son condensé, et on va au niveau de la pompe remonter en pression sous la forme de liquide sous refroidi du point 4 au point 5. Et donc ces 1 moins Y% vont être remélangés avec les Y% qui ont été soutirés à une pression plus importante et à une température plus importante dans le composant qu'on appelle mélangeur, qui est tout simplement une boîte dans laquelle on fait pénétrer du liquide sous refroidi, de la vapeur surchauffée ou très proche de la saturation pour en sortir du liquide juste saturé. Et donc ce soutirage et ce mélange permettent de faire fonctionner les pompes dans deux étages différents et donc globalement d'avoir une production de travail plus importante à une quantité de chaleur prélevée donnée. Alors si on représente ce cycle dans le diagramme TS, on voit bien l'intérêt que va avoir ce soutirage de Y% de la vapeur en sortie du premier étage, et on voit bien que ce soutirage d'une petite quantité de vapeur en sortie de turbine va permettre de préchauffer une grande quantité de liquide qui était initialement sous refroidi
et qui va finalement ressortir à l'état 6, à l'état de liquide saturé. Donc l'intérêt de ce soutirage, c'est de préchauffer la grande quantité de liquide qui sort du deuxième étage de turbine avant qu'elle pénètre dans le deuxième étage de pompage et donc avant qu'elle pénètre dans le bouilleur. Donc avec ce cycle-là, on va produire presque autant de travail qu'avec le cycle de Hearn vu précédemment, mais en consommant moins de chaleur, donc finalement un rendement W sur Q qui va être plus grand. Alors concrètement sur le cycle, qu'est-ce que l'on retrouve ? On peut partir, comme on l'a vu tout à l'heure, du point 7, donc le point de sortie du deuxième étage de pompe. Du point 7 au point 1, on retrouve classiquement le bouilleur et le surchauffeur. Et on sort donc 100% du débit au point 1. Ensuite, on retrouve l'étage de turbinage entre le point 2S ou le point 2. Alors, point 2S ou point 2, ça dépend de l'idéalité du premier étage de la turbine. Donc dans ce premier étage de la turbine, on a 100% du débit qui circule. Si on peut faire l'hypothèse de turbine isentrope, on arrive au point 2S. Dans un cas un peu plus réaliste, on a de la création d'entropie dans la turbine et donc on arrive finalement au point 2. À noter donc que le point 2, le point 2S, le point 6 et le point 5, tous ces points-là, 5, 6, 2, 2S, sont isobars, sont tous à la même pression, puisqu'ils sont en communication par l'intermédiaire d'une sorte de boîte, d'une sorte de grand mélangeur. Et donc cette boîte est forcément à la même pression partout. Donc ici, on est sur une isobare sur ces 4 points-là. Ensuite, donc on retrouve le deuxième étage de la turbine entre le point 2 et le point 3. Donc entre le point 2 et le point 3, cette fois-ci, on n'a que 1-Y% qui circule. Mais donc, dans le cas du cycle idéal, on a une turbine, deuxième étage de turbine qui est isentrope entre le point 2 et le point 3S. Et si on prend un cas un peu plus réaliste, on a un deuxième étage de turbine qui ne l'est pas et dans lequel on va avoir une création d'entropie. À noter ici, sur ces deux étages de turbine, que a priori, sur un cycle de Hearn, on ne sait pas si en sortie de turbine, que ce soit le premier ou le deuxième étage, on ne sait pas si on va être sous la courbe de saturation ou par-dessus ou juste pile tomber sur cette courbe de saturation-là. Donc cette hypothèse-là, on ne peut pas la faire. On est obligé de raisonner en fonction des conditions de fonctionnement pour déterminer si en sortie de turbine, on est effectivement dessus ou dessous de la courbe de saturation. Dans tous les cas, on retrouve entre le point 3 et le point 4 une phase de condensation. Entre le point 2 et le point 4, on est dans un échangeur de chaleur, donc cette transformation est toujours isobare. Si au point 3 on était déjà saturé, eh bien cette transformation isobare est également isotherme. Si au point 3 on était au-dessus de la courbe de saturation, eh bien on a une phase de désurchauffe, puis une phase de condensation en tant que telle. Au point 4, on va pénétrer dans le premier étage de la pompe, et cette pompe va traiter une quantité 1-Y% du débit. Donc cette pompe-là va fonctionner sous phase liquide sous refroidi entre point 4 et point 5. Et on voit ici l'intérêt de ce mélangeur et de ce soutirage, puisque le fait de prélever une petite quantité Y% à l'état 2 de vapeur ou de mélange diphasique qui est constitué principalement de vapeur, avec une grande quantité 1-Y% de liquide, ici Y est plutôt proche de 0 que de 1, et bien ça va permettre de réchauffer l'ensemble donc de ce liquide sous refroidi du point 5 jusqu'au point 6 et donc préchauffer l'ensemble de ces liquides sous refroidi avant de pénétrer ici dans le bouilleur. Et donc entre 5, 6 et 2 on fait juste le mélange et on s'arrange pour que la proportion de vapeur qu'on a prélevée au point 2 par rapport à la quantité de liquide qui est sortie au point 5 nous fournissent, lorsqu'on mélange les deux, un liquide parfaitement saturé au point 6. Et au point 6, on a une compression dans le deuxième étage, dans une deuxième pompe plutôt cette fois-ci. Donc dans cette deuxième pompe, entre 6 et 7, comme dans la première pompe entre 4 et 5,
on peut faire l'hypothèse d'une transformation isotropique, ou bien on peut faire l'hypothèse, si on est un peu moins idéal, d'une transformation avec création d'entropie. Et donc cette fois-ci, on introduira encore la notion de rendement isotropique dans les deux pompes. Et donc on retombe finalement au point 7, en sortie de la deuxième pompe, sous une forme de liquide sous refroidi. Et ensuite, entre 7 et 1, on retrouve le bouilleur. Si on fait les bilans à la fois massiques et énergétiques sur ce cycle de Hirn, ce qui est un petit peu plus délicat que précédemment à déterminer, c'est la proportion que l'on a soutirée entre les deux étages de la turbine. Donc la proportion qu'on en a soutirée, on la détermine à partir donc, des bilans du premier principe sur le composant mélangeur. Donc le bilan massique sur ce composant, il dit que le débit qui rentre au point 5 plus le débit de soutirage, donc les 1-y% du débit plus les y% qui ont été prélevés, tout ça, lorsqu'on mélange les deux, ça ressort au point 6, et donc ça forme le débit massique au point 6. Si on raisonne et qu'on met en évidence ce pourcentage y là-dedans, donc le débit au point 5, c'est la même chose que le débit au point 1 fois 1-y%. Et le débit de soutirage, c'est le y% complémentaire. Et donc à partir de tout ça, on peut établir donc ce bilan massique. On établit également de la même façon le bilan premier principe sur ce mélangeur-là. Et donc sur ce mélangeur-là, on met de la même façon que dans le bilan massique en évidence les proportions 1-y. Et donc le premier principe sur le mélangeur, ce mélangeur, on va supposer qu'il est en régime permanent sur notre fonctionnement de cycle basique. On n'est pas en phase de démarrage ou en phase d'arrêt du cycle, on est en fonctionnement établi. Et donc en régime permanent, ce mélangeur c'est une sorte de boîte qu'on va supposer également adiabatique. Son objectif c'est pas d'échanger de la chaleur avec l'extérieur, c'est juste de mélanger deux débits. Donc on va supposer qu'elle est à peu près correctement isolée. Comme c'est une boîte, il n'y a pas de paroi mobile, donc pas de travail échangé avec l'extérieur. Et donc le premier principe se limite à la somme des m.h entrant et sortant de ce composant-là. Et donc si on met en évidence les termes y et qu'on extrait le débit m.1, on retrouve une relation extrêmement simple entre les enthalpies des points 2, 5, 6 et la proportion du soutirage Y, ce qui permet justement de calculer cette proportion de soutirage. Et en général, on retrouve des proportions de soutirage relativement faibles, puisque entre 2 et 6, les Y% vont fournir la chaleur latente de condensation, alors qu'entre 5 et 6, les 1-Y% vont fonctionner uniquement sur de la chaleur sensible. Et donc, on va pouvoir, à partir d'une petite quantité de vapeur qui se condense, réchauffer une grande quantité de liquide qui ne change pas de phase. Alors, les cycles de machine à vapeur, les différents cycles de machine à vapeur qu'on a vus aujourd'hui, ont une particularité intéressante par rapport aux autres cycles, les autres cycles moteurs qu'on verra la prochaine fois. C'est la différence que l'on observe en notion d'ordre de grandeur entre les travaux échangés dans les différents composants. Si on revient à la notion de rendement d'un cycle moteur, le rendement d'un cycle moteur c'est toujours le travail utile, donc le travail net du cycle sur la quantité de chaleur consommée pour faire fonctionner ce cycle correspondant. Et dans le cas de la machine à vapeur, le travail net c'est la somme du travail échangé par les turbines, par là ou les turbines, plus du travail échangé par là ou les pompes. Et globalement, tout cela, ça fait un travail négatif, puisque le travail échangé par la turbine est négatif et le travail échangé par la pompe est positif. Ce qui est intéressant de noter, dans le cas particulier des machines à vapeur, dans lesquelles on a un changement de phase, c'est que la phase du fluide dans la partie turbine et la phase du fluide dans la partie pompe n'est pas le même. Les turbines fonctionnent principalement ou exclusivement
sous forme vapeur et la pompe fonctionne principalement ou exclusivement sous forme liquide. Or, on a vu précédemment, lorsqu'on a quantifié les travaux échangés par des composants idéaux, que les travaux échangés étaient proportionnels au volume spécifique, au volume massique notamment, du fluide qui circulait dans ces composants-là. Et les volumes spécifiques de la phase vapeur par rapport au volume spécifique de la phase liquide du même fluide sont de l'ordre de grandeur de 1000 fois plus important que lorsque l'on est sous la forme liquide. Volume spécifique vapeur à peu près 1000 fois plus important que volume spécifique liquide. Par conséquent, les travaux échangés dans les turbines, dans là où les turbines, sont à peu près 1000 fois plus importants que les travaux échangés dans là où les pompes. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on quantifie les rendements de cycles de machines à vapeur, on peut, dans la majeure partie des cas, dans quasi tous les cas, négliger complètement le travail des pompes pour ne retenir que le travail échangé par là ou les turbines dans ce cycle-là, puisque le travail des pompes est beaucoup plus faible que le travail correspondant de la turbine. Donc c'est un intérêt de la machine à vapeur par rapport aux autres cycles moteurs qu'on verra la prochaine fois. La prochaine fois, on ne pourra pas négliger le travail de compression. Dans le cas du cycle à vapeur, de la machine à vapeur, c'est effectivement le cas. Un autre point important sur ces machines à vapeur, c'est qu'elles sont très utilisées. Et elles sont notamment utilisées beaucoup dans les centrales de production électrique. Et donc ce qu'il faut retenir par rapport à ce point-là, c'est que le cycle à vapeur qu'on vient de voir, c'est le petit cycle fermé que l'on retrouve ici, sur cette boucle-là, le fluide qui circule en boucle fermée. Et que dans le cas des centrales de production électrique, ce petit cycle-là n'est qu'une petite partie de l'ensemble de la chaîne énergétique que l'on retrouve dans ces centrales. On retourne sur les notions de forme énergétique que l'on avait vu dans le cours sur l'exergie. Et on retrouve également d'autres composants importants et des composants pour lesquels il faudra également considérer le rendement correspondant. Notamment le composant ici bouilleur que l'on a étudié du point de vue du cycle de la machine à vapeur. Et bien, ce bouilleur, c'est un échangeur de chaleur et donc cette chaleur est produite quelque part et fournie par quelque chose. Donc ça peut être une combustion. Si c'est une combustion, ce bouilleur, c'est composé d'une chambre de combustion qui fournit sa chaleur au fluide qui circule dans le cycle. Et donc, on va introduire le combustible et le comburant et on va rejeter les gaz brûlés au niveau d'une cheminée. Ça peut être également un combustible nucléaire qui va effectuer la réaction nucléaire. Et dans ce cas-là, on n'aura pas rejet de gaz brûlé, mais on aura production de combustible irradié et donc de déchets nucléaires. Donc cette combustion ou cette réaction chimique ici ou réaction nucléaire vont avoir un rendement également à prendre en compte dans la chaîne globale. Si on cherche à produire de l'électricité, on va également avoir un composant ici alternateur qui va transformer le travail mécanique fourni par l'arbre de la turbine, de là ou des turbines, et qui va transformer cette énergie mécanique en énergie électrique avec un rendement intrinsèque de transformation. Et il faut également considérer les performances du condenseur et de l'échange au niveau du condenseur, puisque ce condenseur-là va constituer la source froide avec laquelle on va échanger la chaleur au niveau du condenseur. Et on a vu que en fonction de la température de source froide dont on dispose, eh bien, on va avoir un rendement de Carnot qui peut varier de façon non négligeable. Et par conséquent, on peut avoir un rendement de notre cycle de machine à vapeur qui peut varier de façon importante. Donc tout ça pour vous dire que le petit cycle que l'on a vu ici, ça reste une partie, un composant d'une chaîne qui en général est beaucoup plus importante que ça et qu'il ne faut pas se limiter à calculer le rendement
d'un composant seul, mais qu'il faudra considérer les rendements globaux de l'ensemble de la chaîne énergétique lorsque vous serez en phase ou en condition de mettre en œuvre ce genre de système. Voilà, donc je vais m'arrêter là sur les cycles que l'on peut catégoriser de machines à vapeur, et la prochaine fois on passera à d'autres cycles moteurs importants qui sont les moteurs à combustion interne et les turbines à gaz. Je vous remercie, à bientôt.